Hop, et voilà. On est pas mal. J'ai l'impression qu'on est reparti. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous faire des petits coucous pour être bien sûr que tout le monde est là? J'ai l'impression. Hop, c'est parti. Bienvenue pour cette dernière, conférence de l'Ecom Day. J'espère que la journée, vous a plu. On a fait en sorte d'avoir un programme assez exhaustif et des intervenants de très, très bonne qualité, principalement que des marchands. J'espère que vous l'avez ressenti et que vous ça a plu, pardon. Pour ceux qui nous rejoignent, je me représente, je m'appelle Grégory, je suis cofondateur de okara.com, qui est une bijouterie, horlogerie en ligne et c'est moi qui vais animer et donner la parole à Emeline, qui nous rejoint tout juste. Salut Emeline, Hello, ça vous va? m'entendez? Tout le monde m'entend? Ça va, ça Tout le monde marche? t'entend, OK, c'est parfait. nickel. Alors, il paraît qu'on a gardé, c'est ce qui se dit, hein, j'espère que les autres vont pas être vexés, mais il paraît qu'on garde le meilleur pour la fin, Ça tant sur les lag. présentateurs que sur, les gens qui font des conférences. Est-ce que tu m'entends bien? Tu m'as dit ça laguait. Ouais, non, j'ai pas entendu, je crois, ça a buggé. Mais Je vas-y, disais c'est juste bon, qu'on on y va. c'est bon? Ouais, top. Bon, je disais Mmh. juste qu'on garde le Vous, meilleur vous pour la fin. m'entendez bien? Ouais, ah merci, c'est trop gentil. Parlez de moi, Emeline. OK, j'y vais, c'est parti? Allez, c'est parti. OK. Alors, bonjour à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Emeline, donc je suis responsable SEO chez Esprit Barbecue. Ça fait 5 ans que je suis arrivée là-bas, d'abord en tant que rédactrice web, puis en tant que chargée SEO, et aujourd'hui, j'en ai la responsabilité. Pour faire rapide, j'ai toujours fait du e-commerce dans mes études, mais le SEO, j'en ai fait surtout depuis que je suis arrivée chez Esprit Barbecue. L'équipe se compose d'une rédactrice, Léa, et je travaille aussi beaucoup avec Samuel, qui est notre directeur e-commerce et qui m'accompagne pas mal sur la partie dev et technique. Donc Esprit Barbecue, nous, on est hyper spécialiste de la cuisson outdoor, donc plus particulièrement des barbecues, de la plancha, des fumoirs et de tous les accessoires qui vont graviter autour. Tout ce dont on a besoin pour passer un bon moment dans son jardin, généralement. Le constat en 2010, quand Esprit Barbecue a été lancé, c'était qu'il y avait un choix limité et que les consommateurs étaient souvent mal renseignés, notamment dans les enseignes de distribution. Et donc nous, ce qu'on a voulu apporter, c'était du conseil, de l'expertise et du choix auprès de nos clients. Donc en 2012, on a déménagé le showroom dans un magasin de 1000 mètres carrés. Et on a lancé notre site e-commerce sous PrestaShop en 2013. Et depuis, on ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, on a plus de 4500 références en stock. On expédie plus de 35 000 commandes par an et on a un entrepôt de 3000 mètres carrés. Le constat SEO, donc nous, avant 2021, il n'y avait jamais de SEO qui avait été fait sur le site. Il y avait simplement la technique qui était au vert, parce qu'en fait, on avait une agence qui nous permettait de garder un site sain. Mais sinon, au niveau de l'autorité, on n'avait pas de stratégie de netlinking, donc on ne faisait pas de liens, on n'avait pas de vidéos, les réseaux sociaux, c'était assez léger, on n'avait pas trop d'autorité. Et 99% de notre contenu était sur les fiches produits, donc pas de guide, pas de page, pas de blog, tout ça. Et en fait, pour optimiser la visibilité d'un site, l'idéal, c'est quand même d'optimiser ces 3 piliers-là. Et après 3 ans de stratégie SEO rondement menée, on a fait le constat en 2024, c'est qu'on a généré plus de 50% du trafic du site grâce au SEO, avec 1,3 million de sessions organiques. Donc on est passé de 600 000 en 2022 à 1,3 million l'année dernière. Ça représente également 50% du CA du site web. À savoir que en fait, le SEO aujourd'hui, c'est notre premier canal d'acquisition et notre premier canal de conversion. Il y a une belle progression, hein, sur 2024. En trafic, ouais. Ouais. Et donc, on le doit notamment à
à l'évolution du nombre de mots-clés sur lesquels on a pu se positionner. Donc, on a fait plus de 110% dans le top 3 et plus 300% au total entre janvier 2022 et décembre 2024. Donc, je tiens quand même à préciser, oui, on se positionne sur des milliers de mots-clés, mais en fait, être numéro 1 sur des mots-clés qui sont hyper concurrentiels, c'est pas ce qui nous garantit forcément d'avoir plus de CA. Donc, on fait beaucoup de trafic, c'est cool pour la notoriété, mais c'est pas forcément ce qui va remplir les caisses. Et aussi, c'est impossible de tout suivre, donc il faut toujours rester focus quand même sur ces mots-clés business. Et pour être honnête avec vous, on en suit peut-être une vingtaine, trentaine par an, vraiment de très près. Et donc à côté, on peut voir les jolies positions quand même. Franchement, c'est cool parce que ça reste des volumes de recherche intéressants avec des belles positions et des concurrences qui sont assez hard des fois. Donc voilà. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est de déconstruire un peu les idées reçues sur le SEO qui freinent encore beaucoup d'e-commerçants. En fait, pour vous donner du contexte, il y a quelques semaines, on s'était rendu à un événement d'e-commerçants et on discutait de nos résultats du Black Friday. Et beaucoup d'entre eux ont été assez étonnés quand on a annoncé en fait que pour nous, ça avait été vraiment le canal de conversion principal sur cette période-là. Et très vite, je comprends que en fait, beaucoup d'entre eux ont juste mis le SEO de côté en pensant que voilà, c'était trop compliqué, trop long, trop dur, que les résultats, il n'y en avait pas généralement. Et donc, l'idée aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment nous, on a pu transformer le SEO en levier d'acquisition, en premier levier d'acquisition de trafic et de conversion, de partager avec vous la stratégie qu'on a mis en place et éventuellement quelques petites méthodes aussi que vous pourriez éventuellement intégrer dans votre roadmap e-commerce. Donc, avant de commencer une strat SEO, c'est bien de savoir si on doit satisfaire Google ou les internautes. La réponse est très simple, c'est les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, Google doit commencer par avoir accès à vos pages. Ça veut dire qu'il doit pouvoir les crawler, les indexer pour ensuite les positionner. Et une fois qu'elles sont positionnées, les utilisateurs vont avoir un certain comportement dessus. Et Google va les prendre en compte, ces comportements, pour ajuster le positionnement. Donc, si je prends 3 cas très basiques, le premier cas, c'est le cas idéal. Vous avez un site qui est vu par Google, donc Google a accès à vos pages. Vous créez du contenu hyper pertinent, qui plaît à vos internautes. Donc, en fait, les visiteurs vont rester sur votre page, ils vont interagir, vont partager potentiellement. Et donc, Google va valoriser votre page dans les SERP. Dans le deuxième cas, Google a toujours accès à votre site, mais votre contenu n'est pas pertinent. En tout cas, le contenu qui est sur la page sur laquelle votre visiteur arrive ne lui plaît pas. Donc, potentiellement, il y a fort à parier qu'il va sortir de la page pour aller chercher un autre site plus intéressant, certainement un concurrent. Et donc, vous allez en fait augmenter votre rebond. Et donc, Google va pénaliser ce signal et va pénaliser votre page en la rétrogradant dans la SERP. Et le dernier cas, c'est clairement, il n'y a pas d'indexation. Donc, en fait, si vous ne faites pas un minimum d'optimisation pour que Google ait accès à vos pages, vous pouvez rédiger le meilleur contenu possible, avoir les plus belles images, tout ce que vous voulez. Mais en fait, si Google n'a pas accès à votre page, il ne pourra jamais la positionner. Pour corroborer ce que tu dis, on a appris dans les Google Leaks il y a quelques mois maintenant, et les Google Leaks et le procès antitrust de Google, que en fait, Google espionne depuis un certain temps via Google Chrome et récupère tous les signaux utilisateurs via Google Chrome, qui lui permet de trier les 1000 positions sur une requête. Donc, quand Emeline dit un contenu utile et pertinent, que c'est des signaux positifs, c'est tout à fait ça, et c'est même mathématiquement expliqué dans les Google Leaks. C'est-à-dire qu'un contenu qui se positionne premier sur une requête, mais où le visiteur fait 2 secondes et repart, va naturellement descendre au profit du deuxième ou du troisième s'il est beaucoup plus intéressant, interactif, donne envie de lire, donne envie de vendre. Donc, clairement, la qualité du contenu est devenue un argument. Qualité au sens utilisateur. Ouais. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on a fait quand on s'est lancé, c'était de mettre en place une stratégie SEO de niche. Donc, je vais vous expliquer
un peu comment. En fait, quand on a lancé le SEO, on avait du mal à s'imaginer de pouvoir rivaliser avec des gros sites, soit généralistes, même certains concurrents qui étaient plus gros que nous en nombre de pages, etc. Et bien, on avait un atout, en fait, c'était qu'on avait une thématique ultra précise et que cette thématique, on la connaissait de fond en comble. Donc, ça peut être, pour nous, c'était le barbecue, mais ça peut être le carrelage pour As de carreau, les montres chez Okara. Et ce qui va nous permettre, en fait, de... Non. Et donc ça, c'était notre première force. Et notre deuxième force, excusez-moi, c'est d'avoir une relation privilégiée avec nos clients. Donc en fait, généralement, quand on est TPE, PME, on a encore ce contact assez proche du client et on arrive à détecter tout ce qui va être les points bloquants, les questions qui se posent. Et tout ça, ça va être des informations que nous, on va pouvoir intégrer derrière dans notre strat. Donc pourquoi c'est un atout? Parce que pour les utilisateurs, on va être capable en fait de créer exactement les contenus qui sont attendus par notre client. On va pouvoir le réassurer, donc créer de la réassurance et de l'engagement, ce qu'on disait juste avant, ce qui est hyper important. Et pour Google, on va créer un contenu plus profond, par exemple, qu'un site généraliste ou un concurrent qui ne traite pas forcément son sujet. On va élargir notre champ sémantique et générer ces fameux signaux positifs. La thématique, c'est aussi un bon moyen de réduire la concurrence sur certaines requêtes qui sont parfois hyper concurrentielles quand trop généralistes. Et ça a été d'ailleurs le piège au début pour nous, c'est qu'en fait, barbecue était encore trop large pour qu'on puisse se positionner. C'était trop concurrentiel, hyper coûteux en fait si on avait voulu l'attaquer en frontal et pour un ROI derrière un peu trop faible. C'est ce que je disais en introduction. Oui, ça génère... il y a 100 000 requêtes mensuelles, mais combien derrière sont prêts à convertir? Donc, en fait, ce qu'on a décidé, c'était de mettre en place des niches business. En fait, qu'est-ce qu'une niche business? Qu'est-ce que j'appelle une niche business? C'est souvent une sous-catégorie de mon site qui va avoir un potentiel CA assez élevé. Comment je les ai choisis? Déjà, j'ai identifié mes thématiques business secondaires, donc les catégories secondaires. Donc, souvent, ça va être... des sujets qui sont un peu moins traités par les généralistes, encore une fois, ou par la concurrence. Ensuite, je vais les prioriser. Donc, parmi les niches que j'ai identifiées, je vois, par exemple, avec l'équipe achat, on leur demandait, qu'est-ce qui peut être rentable le plus pour le site, quels sont les produits pour lesquels on est sûr d'avoir du stock, quels sont nos bests, on a le plus d'offres, est-ce qu'on a assez d'offres pour se lancer sur ce sujet. Donc voilà, donc ça va nous permettre un peu de se dire, je vais plutôt partir sur cette thématique que celle-ci. On peut aussi évaluer le potentiel d'une thématique sur Google Keyword Planner en analysant le CPC. Donc un CPC élevé va indiquer un fort intérêt commercial. Et vérifier les tendances sur Google Trends, notamment. On peut analyser à partir de mots-clés, savoir comment se positionne le mot-clé d'année en année. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir toujours une requête qui a un trafic constant, qui a une demande constante et qui évolue dans le temps. Nous, par exemple, on est saisonnier, donc dans tous les cas, j'avais des requêtes saisonnières, mais je choisis en priorité les requêtes dont la courbe augmente chaque saison. Donc, en gros, très rapidement, on a une base de stratégie SEO qui se met à ce moment un peu en place. Donc, à la base, on avait un site qui traitait plusieurs thématiques. On a défini que la thématique barbecue, c'était notre thématique principale, puisque c'est celle qui fait vendre le site, clairement. Et dans cette thématique, on a défini des niches business sur lesquelles on allait s'attaquer en SEO. Donc, la thématique... je tiens à préciser, l'idée c'était pas d'utiliser des outils trop complexes parce que clairement ça coûte beaucoup d'argent au début. On se retrouve avec des listings de mots-clés qui sont infinis et en fait ça brouille plus les idées qu'autre chose. Alors que là, en connaissant votre marché, vous avez, je pense, déjà de la matière pour pouvoir essayer de développer des axes d'amélioration en SEO. Et donc là, barbecue, c'était ma thématique principale, donc mon mot-clé principal. Barbecue appelé, barbecue Amado ou barbecue Weber, ça a été les niches business que j'ai définies, qui seront les mots-clés secondaires.
Donc, on est sur une concurrence modérée à faible. Ça sera plus facile pour moi d'aller les chercher. Donc voilà, maintenant il va falloir travailler. Ah oui, juste un petit conseil aussi, vérifiez comment vos utilisateurs peuvent taper une requête si vous avez des doutes. Nous, on a eu la question sur barbecue Kamado. On pouvait aussi dire barbecue céramique ou barbecue japonais. Et en fait, on s'est rendu compte que la vraie requête, enfin la requête commerciale, celle qui allait faire convertir, c'était barbecue Kamado. Et plus... pour un exemple plus parlant, c'est chaussures femmes. On peut avoir chaussures femmes et certains veulent se positionner sur souliers femmes, mais est-ce que vraiment c'est pertinent d'aller sur souliers femmes? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais voilà. Pour ça, donc les outils classiques, Href, SEMrush, mais si vous les avez pas, il y a l'extension Keyword Stuffer qui est pas mal. Vous tapez la requête dans la barre de recherche de Google, ça va vous donner les requêtes mensuelles, le nombre de recherches mensuelles sur cette requête. Et en plus, c'est aussi une extension que vous pourrez utiliser à différents stades de votre strat. Donc, une fois donc parmi les niches, on en choisit une. On va prendre barbecue pelé, par exemple, pour l'exemple d'aujourd'hui. Maintenant, il va falloir définir quel contenu on va devoir créer. Pour ce beau schéma, en fait, j'ai essayé de mettre en parallèle le SEO avec le parcours client. Et on se rend compte très clairement que le parcours client correspond forcément à des intentions de recherche du SEO. Pourquoi? Parce qu'en fait, un client qui va rechercher une requête sur Google va pas être au même stade qu'un autre client. Et donc l'idée, ça va être d'être présent sur chaque phase du parcours client. Donc la première phase, ça va être la phase découverte. L'utilisateur identifie un besoin. En SEO, ça va correspondre à l'intention de recherche informationnelle. Et on va avoir comme page de destination des articles de blog, des pages conseils. Et pour la requête, ça serait quelque chose du type qu'est-ce qu'un barbecue Kamado ou qu'est-ce qu'un barbecue appelé. Voilà. Ensuite, on a la deuxième phase, la phase de considération. Donc, si l'utilisateur recherche des solutions, il sait ce qu'il veut, il a une idée de ce qu'il veut, donc il va essayer de comparer, de trouver des conseils sur comment choisir ou comment répondre à son besoin. Et donc là, on va avoir des intentions qui vont être plus commerciales et navigationnelles. Donc, les pages de destination qu'on va attendre, ça va être des guides d'achat et des comparatifs, type de requête, comment choisir son Kamado, les meilleurs Kamado, etc. Ensuite, la phase de conversion. Donc, l'utilisateur, là, il est prêt à passer à l'action, il est prêt à passer à l'acte, à acheter. Donc, on va avoir en SEO des intentions de recherche qui sont transactionnelles. Il faudra positionner davantage des pages catégories ou des fiches produits. Et donc, les requêtes seront des noms de produits ou des noms de catégories. Et enfin, la phase post-achat fidélisation. Ici, l'utilisateur va plutôt chercher un contenu utile. Donc, ça va être tout ce qui est pour comment utiliser, comment nettoyer pour chez nous, etc. Donc là, on aura des pages de destination qui sont plus conseils, tutos, etc. Et donc, si on prend un peu de hauteur, en tant que e-commerce, nous, ce dont on avait besoin, c'était de convertir. Et donc, on comprend bien en fait que les phases de considération et de conversion sont les phases qui vont nous intéresser, puisque c'est ici en fait où le potentiel CA va se trouver. Et donc, ça va être des fiches produits. Si on doit choisir des types de contenus à prioriser quand on va rédiger, ça va être les fiches produits, les pages catégories et les comparatifs. Donc, on va se mettre à définir chaque type de contenu pour chaque requête. Donc, les fiches produits, ça va vous permettre de capturer les prospects qui sont prêts à convertir. C'est moins travaillé aussi souvent chez la concurrence, que ça soit concurrence directe ou généraliste. Mais ça cible en fait les internautes qui ont une intention d'achat clair. Ils savent ce qu'ils veulent, donc clairement, c'est votre moment d'arriver. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de travail. Nous, on a commencé un peu à intégrer l'IA aussi à ce stade, puisqu'en fait, une fois que vous avez un prompt que vous connaissez, que vous donnez un petit peu de matière, la fiche fournisseur, par exemple, il y a moyen de sortir quelque chose d'hyper clair.
Ensuite, il va y avoir des guides d'achat et les comparatifs. Donc ça va nous permettre de remplacer un peu les vendeurs qu'on peut avoir en magasin, en ligne. Parce que aujourd'hui, nous, en plus, on a quand même un type de produit qui est pas forcément hyper connu. On n'est pas le marché allemand ou USA où c'est hyper développé. Les gens ne connaissent pas trop tout ce qui peut exister en barbecue, et donc c'est clairement l'occasion de se positionner ici en tant que la référence du barbecue. On va renforcer aussi la confiance des clients, puisque encore une fois, on a un type de produit dont le prix monte assez vite. On a un panier moyen assez élevé, donc c'est toujours bien de leur dire que voilà, c'est des produits de qualité et que vous choisissez le bon produit, vous faites pas d'erreur. Et c'est aussi ces contenus-là qui vont nous permettre de convertir. Nous, aujourd'hui, le CA qu'on fait sur toute la partie content, c'est clairement sur les guides d'achat et les comparatifs. Et vous allez, encore une fois, élargir votre expertise aussi aux yeux de Google en créant énormément en élargissant la sémantique. Pardon, je me suis un peu embrouillée. Et pour finir, les pages catégories. Donc ça serait plutôt la dernière, entre guillemets, le dernier type de contenu que je vous conseillerais d'optimiser, parce que ça va être le plus difficile souvent, puisqu'en fait, c'est maîtriser clairement les requêtes concurrentielles. On cible souvent des recherches qui sont hyper génériques, mais une fois qu'elles sont bien optimisées, ça devient clairement des piliers dans une stratégie SEO. Et donc, si on reprend un peu la base qu'on avait au début, j'ai fait le petit schéma. Avec cette phase de réflexion, on arrive à poser vraiment une strate édito en se disant, sur ma catégorie niche barbecue appelé, j'ai associé les 3 types de contenus, donc fiche produit, catégorie et content. Et pour chaque type de produit, j'ai défini quels allaient être les contenus à rédiger. Et donc, après, il suffit il ne vous reste plus qu'à transférer tout ça dans un beau tableau, et vous avez un tableau édito simple et efficace. Enfin, simple presque, mais en tout cas, ça vous donne déjà une bonne base pour commencer et savoir où vous allez travailler. Donc, publier, c'est bien, mais il va falloir aussi se positionner. Et donc, pour se positionner, il va falloir optimiser la page. Encore une fois, on optimise pour Google pour commencer. Donc, il va falloir coller à l'intention de recherche. Chaque page que vous allez créer, on dit toujours un mot-clé, une page. Donc, chaque page que vous allez créer, elle va répondre à un mot-clé qui va répondre à une intention de recherche. L'intention de recherche, c'est le type de résultat qu'attend un internaute quand il tape une requête sur Google. Donc, elle peut être d'ordre informationnel, navigationnel, commercial ou transactionnel. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est hyper long, mais si vous vous lancez dans la création de contenu, vraiment, c'est un concept qu'il faudra absolument connaître. Vous trouverez énormément de contenu sur Internet en tapant intention de recherche SEO. Mais je peux vous dire quand même, oui, pour l'identifier, c'est hyper facile. Entre guillemets, vous allez sur Google, vous tapez la requête pour laquelle vous voulez vous positionner, et vous allez vous rendre compte en fait que Google met en avant un type de page. Donc là, par exemple, en exemple, j'ai pris la requête barbecue appelée, et donc on voit bien que les 3 premiers résultats, c'est des catégories. Donc si vous voulez aller vous positionner sur barbecue appelé, il va falloir optimiser votre catégorie. Pour la deuxième requête, c'était meilleur barbecue appelé. Donc pareil, ici on voit que c'est que du content. Donc si vous voulez essayer de vous positionner, il faudra créer un content. Mais aussi, on voit que c'est surtout des comparatifs. Donc, inutile d'aller essayer de positionner votre article « Quel barbecue pelé » parce qu'il existe déjà. Il faudra certainement créer un comparatif pour pouvoir essayer de vous positionner dans le top 3 de cette requête. La deuxième optimisation qui est importante pour Google, ça va être l'optimisation du title. Ça peut vraiment faire la différence parfois. L'idée, c'est de toujours mettre... L'objectif, c'est vraiment de toujours mettre votre mot-clé, votre requête dans la balise, idéalement le plus tôt possible. Et si vous avez de la place, pourquoi pas faire un peu de copywriting sur de la réassurance. Pour nous, les e-commerce, la livraison gratuite, ce genre de choses, ça peut toujours être intéressant aussi pour faire cliquer. Et enfin, le maillage interne.
Alors le maillage interne également, c'est un vaste sujet. C'est ce qui va permettre en fait de lier, c'est les connexions que vous allez faire entre vos pages à l'intérieur de votre site. Alors il est important parce que vous pouvez pas créer des pages orphelines, sinon ça ne fera pas vivre votre site. Et ensuite, ce qui est important aussi beaucoup dans le maillage interne, ça va être l'encre. L'encre, ça va être le texte sur lequel vous posez votre lien. L'idéal, c'est par exemple si j'optimise ma page barbecue appelée, mon lien, si je fais un lien vers, je sais pas quel barbecue appelé choisir, il faut pas que je mette mon lien sur quel barbecue choisir. Il faut que je mette pelé, il faut que j'ai barbecue pelé ou un synonyme ou quelque chose qui soit proche en fait du sujet duquel je parle, et surtout le lien vers lequel, la page vers laquelle je fais un lien, il faut qu'elle soit aussi sémantiquement proche de la page de base. Je ne sais pas si c'est clair, j'ai l'impression de m'être un peu embrouillée, mais voilà, le maillage interne, hyper important aussi pour que Google, en fait, il passe de page en page dans votre site, et aussi votre client qui puisse cliquer d'un point A à un point B, qui reste plus longtemps sur votre site, et voilà, toujours ces signaux un peu positifs. C'est très clair ce que tu viens de dire, je te rassure. Ah ouais. Il faut que la page sur laquelle est le lien soit cohérente par rapport à la destination du lien, et ça semble tout à fait logique. C'est très bien expliqué. Merci beaucoup. Et enfin, il faudra évidemment optimiser pour les internautes. Donc, rédiger un contenu à forte valeur ajoutée, ça passe par quoi? Rédiger pour Google, oui, mais pas au détriment du client. Il faut absolument apporter des informations uniques, et plus en fait vous allez être sur des contenus type guide d'achat comparatif, plus ça sera important, parce que en fait, quand vous tapez une requête et que vous arrivez sur la SERP, vous avez un top 3, top 5, et généralement, franchement, top 3, top 5, ils ont tous, mais vraiment tous les mêmes informations. Et si vous arrivez après tout le monde, ce qui va pouvoir faire la différence, c'est d'apporter quelque chose en plus. Vraiment, vous faites 80% de la même chose que vos concurrents, et vous rajoutez 20% de contenu unique, parce que vous savez que vos clients, ils trouvent ça intéressant, ou que vous pensez que ça, c'est un sujet qui n'a pas été traité, et donc vous le traitez. Et donc, c'est ça qui va faire la différence. D'ailleurs, comme exemple, n'hésitez vraiment pas à scraper les trois premiers résultats, ou les 5 premiers résultats, à récupérer les balises title. Comme ça, vous saurez à peu près les sujets qui sont traités. Vous traitez ces sujets et vous en rajoutez un ou deux pour ajouter un peu plus de valeur ajoutée. N'hésitez pas aussi, et qui soit utile, parce que créer du contenu inutile, on sait que déjà ça va faire sortir votre client, et donc clairement vous risquez pas de ranker, et en plus vous perdez du temps, donc dans ce cas autant rien faire. Ensuite, structurer le contenu pour que ça soit lisible. Nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment, sur lequel on a passé un peu de temps quand même, toute cette partie là qu'on peut voir de mise en page des sites. C'est plus agréable. Voilà, je trouve, en tout cas, moi, je suis très contente de ce qu'on a fait. Ça facilite les sommaires aussi. C'est des choses qu'on a ajoutées au fur et à mesure, mais c'est vrai que quand on a des contenus qui font des milliers de mots, Google peut vous faire arriver sur des endroits qui parlent exactement de la requête que vous avez tapée juste avant, et d'avoir ce sommaire, ça va permettre aussi aux gens de pouvoir aller tout de suite soit voir le sujet qu'ils veulent, soit d'aller voir le sujet qu'ils veulent. Aérer, ajouter différents types de médias pour illustrer vos propos. Donc là, on fait de la vidéo, des tableaux, et n'oubliez pas les CTA. Et d'ailleurs, juste avant, j'ai relu mon PowerPoint, et j'ai pas un seul CTA sur la slide que je vous présente. Donc c'est une optimisation que j'ai à faire juste derrière. Comme quoi, oui, ça arrive à tout le monde. Et voilà, donc en fait, les avantages qu'on a pu avoir grâce à cette strat, c'est que déjà, elle est itérative. C'est qu'à partir du moment où j'ai terminé de travailler, par exemple, ma requête barbecue pelé, j'ai lancé barbecue Kamado et ensuite barbecue Weber. Et ça m'a permis, en fait, pour chaque niche de travailler,
ça m'a permis de travailler chaque niche en profondeur, de traiter vraiment les sujets de A à Z, en commençant évidemment tout le temps par le commercial, et puis quand j'ai un peu de temps, de rajouter un peu d'informationnel sur surtout le comment nettoyer, comment utiliser, parce que ça, c'est vraiment du contenu à forte valeur ajoutée pour fidéliser et donc garder votre client et pourquoi pas le transformer aussi en ambassadeur. Les résultats, ils sont plus faciles à suivre parce qu'en fait, quand on travaille, si vous vous dites pendant 6 mois, je travaille barbecue pelé, et ben tous vos efforts sont menés sur cette requête-là, et donc vous avez plus facilement de visibilité sur les évolutions que vous avez sur les mots-clés barbecue pelé et tout ce qui va être mots-clés secondaires de barbecue pelé. Et ça renforce notre thématique principale. En fait, si au début, on ne voulait pas attaquer frontalement barbecue, cette stratégie nous permet de traiter chaque verticale de barbecue et inconsciemment de pousser cette requête. Aujourd'hui, on n'a toujours pas fait de backlink, on a fait quelques petites optis sur le site, évidemment, puisqu'on sait que maintenant on peut un peu aller plus loin, mais aujourd'hui, barbecue, on oscille quand même entre la 2e et 3e position. Et donc, c'est plutôt cool parce qu'on n'a pas encore mis l'argent forcément pour les backlinks. Et on sait bien qu'il faudra y passer, mais voilà. Et aussi, ça permet clairement de décharger le service client parce que tous ces contenus, c'est une base de données pour les gens qui arrivent sur le site et on peut répondre à des questions qui émanent des clients sans qu'ils aient besoin derrière d'appeler forcément le service client. Et on nourrit nos bots IA. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé par l'XP Client il y a très peu de temps. Mais en fait, les contenus du site sont donnés. Et c'est ce qui va permettre peut-être derrière, encore une fois, de les décharger et de répondre assez facilement à des clients sur des sujets. J'arrive pas à nettoyer mon barbecue, comment je peux faire et voilà. Et ça peut être aussi une base de formation pour nos nouveaux collaborateurs. Je vais terminer sur la partie pensée multicanal parce que c'est très cool d'avoir tout ce contenu, mais il ne faut pas le laisser mourir non plus. L'idée, c'est vraiment de multiplier les points de diffusion, déjà pour commencer. Donc, ça peut être sur les réseaux sociaux, dans vos newsletters ou sur YouTube. Parce que le fait d'avoir un trafic d'acquisition qui vient d'ailleurs de Google, que Google sur ces pages-là, c'est un signal d'autorité pour Google. En fait, votre communauté vient sur votre site via vos réseaux sociaux, vos newsletters ou votre YouTube. Et donc, ça peut passer par des carousels sur les meilleurs barbecues appelés en 2025. Et sur chaque photo, vous intégrez un lien vers des fiches produits. En tout cas, la fiche produit associée. Dans les newsletters, ça peut être une infographie sur comment choisir son barbecue appelé pour un segment barbecue appelé et avec le lien vers l'article pour ceux qui veulent en savoir plus. Et sur YouTube, ça peut être un lien des pages de produits ou des guides dans la description qui redirige vers les sujets que vous avez traités dans votre vidéo. Aussi, n'oubliez pas d'optimiser vos contenus existants. Alors déjà, de 1, parce que c'est un signal de fraîcheur pour Google. Il faut savoir que Google passe régulièrement, ou pas, mais en tout cas passe à un intervalle régulier sur votre site, normalement. Et ça, il le fait quand il y a parce que vous mettez à jour vos pages, parce que vous créez des nouvelles pages, et plus vous allez mettre à jour et plus vous allez créer, plus il va passer et plus vous vous positionnerez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce concept, mais c'est hyper important et pour vos utilisateurs aussi au final. Donc l'idée, ça va être d'éviter les erreurs 404 si par exemple vous faites des carousels à la mano et que vous avez des fins de série, c'est le grand dame de tous les e-commerce. Mettre à jour votre maillage interne, puisque plus vous allez créer de contenu et plus vous allez devoir recréer des liens entre les pages. Et réviser aussi régulièrement les informations clés de vos contenus. Je finirai par travailler son branding.
Google favorise et va continuer de favoriser les sites de confiance. En fait, ça va être des sites qui sont la référence dans leur domaine. Donc, ça peut passer par énormément de signaux, hein, Google Maps Business, Backlink, les avis clients, etc. Mais pour nous, le SEO, ça va être, on va pouvoir le calculer, enfin, l'analyser grâce à la recherche marque. C'est un peu un saint graal dans le sens où quand les gens viennent sur votre site, viennent sur Google, tapent votre marque parce qu'ils veulent acheter chez vous, c'est quand même hyper positif. Donc, comment on arrive à le suivre? C'est son nom de marque dans les outils de recherche de mots-clés ou son nom de marque plus un produit. Et ça, c'est hyper intéressant. Je crois qu'il y avait une étude de cas sur Respire qui n'a pas forcément trop travaillé leur SEO, mais par contre qui avait un branding tellement haut qu'ils sont premiers en SEO sur énormément de sujets parce que les réseaux sociaux, le poids de toute cette communauté hyper forte a fait que Google associe déodorant naturel à Respire. Enfin, c'est un bel exemple aussi. Et ça veut aussi dire que chacun travaille son SEO aussi en fonction de sa thématique et de ses problématiques. Et enfin, les réseaux sociaux, c'est aussi très cool pour travailler le branding, puisqu'encore une fois, c'est bien ça, c'est créer une communauté hyper forte qui partage, qui parle de vous. Il n'y a rien de mieux de toute façon que d'être recommandé par ses pairs. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de prioriser un réseau social éventuellement où votre cible est, évidemment. Après, c'est pas mon sujet, le community management et tout, mais je sais que c'est hyper chronophage, mais par contre, les retours vont être hyper positifs. Nous, par exemple, on a choisi YouTube et c'est devenu, franchement, c'est hyper intéressant parce qu'on va capter toutes les personnes qui n'ont pas forcément envie de lire nos guides. On va pouvoir humaniser notre marque aussi, faire comprendre qu'on n'est pas juste un site e-commerce qui vend des produits. On va pouvoir aussi améliorer tout ce qui va être contenu déjà existant. Donc, toutes les vidéos qui sont créées, on va les associer, on va les intégrer dans les contenus qui leur correspondent sur le site. Et donc, on va améliorer le temps passé sur nos pages sur le site. On va créer encore une fois de la réassurance, de l'engagement. Et voilà, et c'est hyper positif, toutes ces petites vidéos. Et je pense que je suis arrivée à la fin. Eh écoute, et bravo. Voilà. Félicitations. Merci. Je pense que ce qui est hyper important de retenir, c'est qu'on a toujours vu le SEO comme un levier d'acquisition, et tu viens de très justement expliquer que c'est également un levier de transformation. De conversion, Une époque où tout coûte cher, même si l'IA peut faire des miracles sur la partie textuelle, on a besoin de rentabiliser en tant que marchand le moindre investissement et donc les contenus, et se concentrer sur les contenus qui ont une valeur, un intérêt et qui aident à la conversion. Je pense que c'est gagnant et pour le visiteur et pour Google, et c'était bien le sujet de cette conférence. On a une question de Valentin qui demande: est-ce que vous êtes épaulé par une agence SEO? Non. On n'a jamais eu d'agence en fait. On n'a jamais fait. C'est d'ailleurs le sujet d'un autre webinaire. Mais on n'a jamais eu d'agence. On avait au tout début une agence avant que j'arrive, qui s'occupait de la partie technique pour que voilà, on ait toujours un site sain, etc. Mais sinon, non. On a fait un audit technique l'année dernière pour voilà, mettre un peu tout à plat, voir s'il y avait des choses qu'on ratait. Mais sinon, non. Il y a une rédactrice et moi. Bon, et Samuel aussi sur... Vous arrivez à faire à deux. Est-ce que, alors ça c'est une question de moi-même, est-ce que tu mesures un peu sur Analytics ou un autre outil, un petit peu, parce que tu nous dis, bon, voilà, je fais des guides qui aident à choisir un barbecue, on veut bien te croire, mais comment que ça aide à convertir, mais comment tu le monitores? Ouais,
analytique. Donc déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est passé, le temps passé sur le site, en moyenne, il est aux alentours, il est au-dessus d'une minute, quelque chose comme ça. Le temps passé sur la partie content, c'est 2 minutes à 2 minutes 30. Et donc, en fait, déjà, on sent que clairement, le contenu plaît. Ensuite, toute la partie comparatif, etc., c'est ce que j'expliquais. Nous, on a fait beaucoup d'informationnel aussi. Et au final, clairement, on voit bien que ça génère pas grand-chose. Mais cette année, en 2024, la partie content, je pense que c'est une dizaine de contenus à eux seuls ont généré 100 000 euros de CA, juste sur des guides. Et après, on monitore évidemment le CA généré par les fiches produits, par les pages catégories, etc. Et donc, on sent bien qu'il y a quand même un potentiel sur ce qui est comparatif. Et clairement, nous, notre stratégie de 2025, ça va être voilà, de permettre aux gens de trouver exactement le produit qu'ils veulent en ayant des comparatifs aussi peut-être encore plus précis que ce qu'on a déjà. Ok. C'est intéressant parce que en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marchands qui le font. Et parfois, même chez nous, chez Okara, on ne le fait pas assez. Et c'est dans Google Analytics de regarder un petit peu, quand on a un entonnoir de conversion, de faire un filtre et de regarder sur notre partie, j'en sais rien, moi ça commence par guide, donc /guide, voir est-ce qu'elle a un impact ou pas dans le schéma de conversion. Ça se trouve, c'est du search ou de l'ADS, de la catégorie, de la fiche produit, de l'ajout au panier et de la conversion. Mais ce qui serait hyper intéressant, c'est vrai que c'est de quitter le prisme purement SEO et de se dire, le guide qu'on a fait, est-ce qu'à un moment, il intervient dans ce schéma? C'est-à-dire, je suis venu d'une n'importe quelle source, j'ai consulté des catégories, consulté un produit, tiens, j'ai consulté un guide pour me rassurer, pour être sûr de faire le bon choix, puis je suis retourné sur des produits et j'ai finalisé mon achat. Et ça, en mon sens, je connais très peu de marchands qui le font, et c'est ce que vous semblez faire chez Esprit Barbecue, et je pense que c'est très bien, c'est un bon réflexe à avoir, aussi pour valoriser le travail du SEO qui est encore un petit peu parfois vu comme le geekos dans sa cave qui rédige le contenu avec l'IA. Ce qui n'est pas ton cas, on est bien d'accord. Non, je suis pas dans une cave ce soir. Donc, mais hyper intéressant. Tu peux nous partager, avant qu'on a encore 3 minutes, est-ce que tu peux nous dire un peu les outils que tu utilises? C'est toujours hyper intéressant. Ouais. Pas beaucoup. J'utilise Ahref maintenant. J'étais sur SEMrush, mais maintenant j'ai pris Ahref pour tout ce qui va être recherche de mots-clés, analyse de mots-clés, etc. Ensuite, je vais utiliser Tot SEO. Pareil, j'étais sur Your Tax Guru et je suis passée sur Tot SEO cette année pour l'analyse des contenus et surtout pour leur outil de maillage interne. Parce que ça, c'est vrai que c'était un peu c'est un peu un point faible chez nous, parce qu'en fait, c'est aussi ça, plus on crée page, plus ça devient difficile à trouver les bons liens qui vont vraiment apporter le jus et faire la différence. Et Screaming Frog, que j'utilise notamment une fois par an pour faire un sanity check. Et ensuite, de temps en temps, quand je sais pas si on change une catégorie. Là, pareil, hein, on a des catégories où on a encore du mal à les positionner sur la page qu'on veut. Donc, on essaye de réagencer. Donc, c'est vrai que Screaming Frog, sur toutes ces parties un peu plus techniques, c'est cool. Et après, sinon, tous les outils Google, évidemment, franchement, la Search Console, c'est une mine d'or. Là, je parlais d'outils payants pour le coup, mais avec la Search Console, Google Analytics, des extensions, vos clients, votre savoir, franchement, on peut faire quand même beaucoup de choses parce qu'on n'a pas toujours les moyens. On n'a pas commencé avec un budget de dingue et franchement, c'est... Et en plus, je pense qu'on apprend plus avec ces outils-là qu'avec des outils tels que Ahref, SEMrush, etc. Parce qu'il y a tellement de choses que ça peut presque nous perdre, alors que une fois qu'on comprend la Search Console, une fois qu'on comprend Analytics, qu'on comprend les SERP, qu'on comprend les concepts de Google, normalement, on arrive un peu à se dire, je vais peut-être faire ça. Est-ce que veulent les clients? Finalement, on reste marchand. Est-ce que veulent les clients? Ouais, c'est clair. C'est clair. Super. Emeline, hyper intéressant. Merci Greg. Je te remercie pour cette intervention. Bravo encore pour le boulot que vous faites. Je trouve ça incroyable. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup. Salut Emeline.